Merci infiniment. Je suis vraiment ravie de participer à ce colloque. Je suis ravie que devant moi, il y a mes collègues. Donc, et je vais vous présenter ma recherche. Je vais donc appuyer. Vous me permettez de montrer l'écran, c'est ça? De partager l'écran. Oui, d'accord. Merci. Voilà. C'est bon, ça doit être bon. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Oui. Je suis sûre que ça va venir. Oui, bien sûr. Nous attendons une petite minute. Ouais. Okay. Voilà. Donc, normalement, oui ou pas? Voilà. Ça commence à marcher, ça va très bien. On voit très bien. Ça va, ça va. Ça va. Je vais agrandir l'écran. Oula. Oups. Donc, est-ce que... Voilà, c'est bon. Oui. C'est bon, voilà. Donc, dans le commerce du monde, la vie des mots à travers les corpus. Le sujet de mon intervention, de ma recherche, se trouve au croisement de plusieurs axes d'études. Parce que la sémantique historique, la linguistique constructive et comparatiste et l'analyse du discours. Et la problématique, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que je suis traductrice. Je traduis des livres. La problématique, c'est précisé lors de la pratique de la traduction littéraire, la participation au jury des concours de traduction des 5 dernières années et le travail sur les bases de données dans une équipe de linguistes et des informaticiens au laboratoire de l'Académie des sciences de la Russie. Donc, il s'est avéré que le mot commerce, s'il ne se rapporte pas à la circulation des marchandises, achats, ventes et toutes les acceptions qui en découlent, c'est pas du tout évident à rendre en russe. Je ne sais pas s'il y a des Polonais parmi ceux et celles qui m'écoutent, mais il s'est avéré que c'est pas du tout évident à traduire et pour cette raison, c'est vraiment un piège. Et souvent, non seulement les traducteurs souffrent, mais souvent, ils omettent carrément ce mot parce qu'ils se rendent. Donc, il s'agit donc, en mettant de côté la signification la plus fréquente et évidente, qui d'ailleurs a été déjà étudiée du point de vue étymologique et sémantique par Jean-Pierre Sébic, de nous concentrer sur d'autres acceptions du mot commerce et de s'en approcher dans la diachronie et synchronie. Donc, et tout de suite, pour vous donner l'idée de la difficulté de traduction, donc c'est un tout petit extrait de Gérard Genette, figure, la discipline sémiologique arrête le vertige du sens et autorise un choix libérateur, car c'est le privilège du sémiologue de se détourner du signifié pour se vouer à l'étude et donc au commerce exclusif du signifiant. Donc, vous voyez que ce n'est ni vente, ni achat, ni échange de marchandises. Le commerce exclusif du signifiant, c'est hyper difficile même de trouver des synonymes. Voilà, donc, et on va commencer par l'étymologie du mot commerce. J'ai utilisé plusieurs dictionnaires l'étymologie, on va la voir en diachronie aussi. Donc, dictionnaire du moyen français donne la taxe prélevée sur les échanges. Bon, c'est la première signification. Puis, au XVIIe siècle, Antoine Furetière prétend que ça vient du grec. Et il donne des synonymes, changement, échange, interversion, inversion, substitution, transposition, ce qui va nous aider un peu
pour comprendre d'autres acceptions de ce terme. Donc, un peu plus tard, bien sûr, on s'arrête sur l'étymologie, sur la provenance latine du mot commercium, de cum, et merx, marchandise. Donc, le TLF nous donne donc négoce, lieu où se fait le commerce, droit de commercer et rapport, relation humaine. Voilà, ce qui est très important. Bon, le commerce, c'est compréhensible, mais rapport, relation humaine et sic, relation charnelle. Donc, relation charnelle. Voilà. Bon, on va plus loin. Et si, par exemple, on essaie de s'adresser aux outils d'un énorme corpus avec lequel il est absolument passionnant de travailler, Frontext. Donc, il y a une version, démo-version, mais il faut être abonné. Et nous voyons donc là, vous voyez des dates. Voilà, vous voyez mon curseur, donc vous voyez des dates. Bien sûr, ça ne commence qu'au XIVe siècle, vous voyez. Donc, en XIVe siècle, il y a le mot commerque, donc ça s'écrit commerque, l'orthographe est un autre. Puis, on marque une occurrence, donc au XVe siècle, et puis ça commence. Et puis, c'est une avalanche d'occurrences. Donc, mais par exemple, ces trois commerques, c'est dans un ouvrage de Guillaume de Machaut. Donc, seulement, et là, dans le sens échange, vente de marchandises qui nous intéresse pas trop. Mais, par exemple, voilà. Donc, ça, c'est curieux. Parce que ça, c'est le texte de Christine de Pisan. Et ceux qui n'ont pas affaire aux Français du Moyen-Âge vont avoir de grandes difficultés pour traduire ce petit extrait. Donc là, je me suis adressée, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médiéviste, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Âge, je me suis adressée à ceux qui traduisent le moyen français. Et ils m'ont dit que les commerces, dans ce sens, c'est plutôt les commerces comme de bonnes femmes qui plutôt font des commérages. Donc, ça, c'est le mot commerce. Bon, donc, on va plus loin parce que ça va être presque un roman policier. D'accord, donc d'autres commerces, et Dieu sait comment cela fourre. Bon. Maintenant, nous allons voir les acceptions du mot commerce en diachronie et nous arrêter surtout sur des acceptions qui sont difficiles à traduire. Donc, vous voyez, 14e siècle, échange, vente de marchandises. 16e siècle, fréquentation, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc, et nous voyons donc qu'au 17e siècle, il y a un embarras de choix. C'est le 17e avec Racine, avec Madame de Sévigné, de qui on va parler, qu'il y a donc d'autres nuances de sens qui apparaissent. Donc, c'est-à-dire pratique plus ou moins louche, trafic de choses morales. Donc, jeu de commerce, jeu de cartes qui va rester dans le français actuel. Donc, ça existe toujours, ce jeu de cartes. Fin 17e siècle, manière de se comporter. Puis, il y a corps des commerçants et entreprises commerciales, ce qui ne nous intéresse pas trop. D'accord, voilà. Donc, je voudrais bien présenter, il y a un dictionnaire absolument passionnant, parce que je me suis occupée à un moment donné de Madame de Sévigné, qui pour le moment n'est traduite en russe que très peu, mais vraiment il y a eu une traduction dans une revue littéraire, point c'est tout. Donc, ça, attends, excusez-moi.
Donc, nous voyons que la première acception ne nous intéresse pas trop, échange de produits. Donc, mais il y a la deuxième acception, vous voyez, la deuxième acception, donc mouvement habituel, communication. Donc, et cette deuxième acception, voilà, va être très développée au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Et dans le TLF, donc, qui est notre source principale pour des traducteurs aussi bien que pour les enseignants et pour les linguistes, il y a échange donc de cette deuxième acception qui est marquée dans le lexique de Madame de Sévigné. Donc, ça va se ramifier. Donc, la première acception, c'est échange d'idées, c'est-à-dire, vous voyez, Proust, chez elle aussi, on tient commerce d'intelligence et de fine causerie. Puis, il y a le deuxième, donc, c'est-à-dire échange, commerce des muses, et ça, c'est aussi une acception à part, c'est-à-dire études et travaux littéraires poétiques. Et puis, il y a justement ce qui nous intéresse beaucoup et ce qui va peut-être nous donner la clé pour traduire la première citation de Gérard Genette, rapport scientifique avec quelque chose. Le commerce, donc ça c'est un philosophe éminent, Merleau-Ponty, le commerce du sujet avec les choses. Vous voyez, donc c'est le rapport scientifique avec le sujet. Et peut-être justement la phrase de Genette pourrait être traduite comme ça. Donc comme je suis traductrice, je ne vais point critiquer les traductions de mes homologues. Non, pas du tout. Mais c'est juste pour poser la question parce qu'on a beaucoup de difficultés. Donc, troisième acception, vous voyez, troisième acception donc, qui est marquée dans le lexique de la langue de Madame de Sévigné. Ce sont des relations habituelles. Voilà tous mes commerces dérangés. Et troisième acception, donc, se rencontre fréquemment dans les textes de l'écrivaine, mais il est à noter pourtant qu'aujourd'hui, pour traduire des phrases pareilles, il est impossible, donc le dictionnaire nous présente bien sûr des synonymes, mais il est impossible de substituer souvent le mot par l'explication ou par le synonyme proposé par des lexicographes. D'accord, donc encore, voilà. Quatrième acception dans le lexique de Madame de Sévigné, c'est échange de lettres, correspondance. Et cette acception fera partie de sens plus large. Donc, je cite, communication et correspondance ordinaire avec quelqu'un, soit pour la société, soit aussi pour quelques affaires. Donc, ça, c'est 18e. Au 19e, donc, cette acception se transforme donc, ça revêt un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire des liaisons, des rapports, des communications que les personnes ont les unes avec les autres pour quelque objet que ce soit. Donc, ce sont des relations. Donc, j'ai cité le dictionnaire de l'Académie française, 6e édition, 1832. D'accord. Là, je vous présente une ressource absolument fantastique. Donc, c'est Thésaurus, anglais, où on peut voir non seulement l'essence des mots, aussi, vous voyez, donc, à gauche, ce sont des hyperonymes, donc dans quelle classe ça entre, donc trade,
trade, social communication, speech, donc des hyperonymes. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que non seulement on marque le premier emploi du mot dans le texte, mais on marque le premier emploi dans le sens précis, dans une acception précise. À ma connaissance, peut-être mes collègues vont me contredire, mais à ma connaissance, dans les dictionnaires français, ça ne se trouve pas. Et ce qui est absolument fantastique, c'est que, vous voyez, c'est la date de l'apparition de l'acception et la date de sa mort. Donc, ça ressemble à une plaque sur une pierre tombale, donc comme quelqu'un qui est mort, mais aussi on remarque, et c'est très intéressant, c'est que l'essence du mot commerce qui nous intéresse sont morts en anglais. En anglais, c'est vieilli, inusité, on n'emploie pas. Et ce n'est pas par hasard que Vladimir Biak, notre grand lexicographe, il adorait la phrase « la langue anglaise est le cimetière de la langue française ». Bon, donc les Anglais, mais je le cite. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, les sens qui nous intéressent sont morts en anglais, mais sont bien vivants en français, ce qui pose des pièges donc, la dernière partie de mon intervention, donc, c'est le corpus national de la langue russe. Je vous donne justement l'adresse de cette ressource. Donc, c'est un sous-corpus parallèle russo-français et français-russe où nous voyons les résultats des souffrances des traducteurs. Donc, c'est-à-dire que nous voyons les, les variantes que les traducteurs proposent. Et par exemple, dans les sous-corpus russo-français et français-russe, j'ai trouvé autour de donc 80 occurrences. Je n'ai pas fait attention aux occurrences qui sont liées à vente, échange de marchandises, mais dans d'autres acceptions, nous avons ce qui ne figure pas même dans le dictionnaire de Gackt. Nous avons профессия, коммерческая сметка, сбыт, коммуникация, диалог, общение. Donc, ça, c'est un peu ridicule, mais je n'ai pas pu ne pas indiquer купец, плывущий на корабле. Bon, bien sûr que ça dépend du contexte, mais c'est comme ça. Donc, et juste quelques exemples. Donc, c'est le sous-corpus français-russe. Vous voyez, c'est une manière de parler dans notre commerce. Et là, cette acception du mot commerce, c'est comme affaire. Il est difficile de trouver dans les dictionnaires. Là, vous voyez, deuxième exemple, il est joli votre commerce. Donc, là, on peut traduire comme métier, profession. Donc, le troisième exemple, c'est l'exemple, bien sûr, comme je suis limitée par le temps, le troisième exemple, c'est justement l'omission du mot commerce. Donc, donc, les deux premiers exemples sont tirés de Balzac, l'illustre Gaudissart, et le troisième exemple, il est tiré de Frédéric Becbédé, 99 ans. Donc, c'est-à-dire que la traductrice n'a pas traduit du tout à son registre du commerce. Donc, il a traduit toute la formule, le registre du commerce comme enregistré. Bon, on ne va pas jeter des pierres dans les traducteurs, mais c'est comme ça. Voilà, donc je passe aux conclusions. Je pense aux conclusions. Donc, la première conclusion, c'est que les fluctuations, justement, la langue et le discours, ça, c'était le thème de notre colloque. Et justement, c'est le discours qui enrichit la langue. C'est du discours que les acceptions passent dans le dictionnaire. Et les fluctuations du sens des mots sont bien plus visibles dans les textes où ils sont actualisés que dans les dictionnaires. C'est pour ça que
je vous appelle d'utiliser des corpus. Les corpus sont des outils indispensables qui servent à repérer des acceptions actualisées. Et les corpus parallèles bilingues sur lesquels on travaille avec notre équipe aident à révéler les nuances contextuelles de la sémantique des mots et des expressions. Merci. Oh, merci beaucoup, chère Madame Nadejda, pour votre rapport très intéressant. Je voudrais savoir si, mes chers collègues, vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à lever la main ou bien écrire dans le chat. Avez-vous des questions? Non? Non. Oh, oui, non. Si je peux une petite question peut-être. Ouais. Ah, bien sûr. Une toute petite question. Est-ce que vous l'avez travaillé? Parce que je le trouve fascinant tout cela, ce que vous faites, ce que vous racontez, parce que moi, je suis plutôt interprète. Je traduis très peu que pour des amis parce que j'ai pas de caractère en fait. Donc, j'apprécie ce travail absolument grandiose, à mon avis. Et une petite question, parce que peut-être j'ai pas bien compris, j'étais peut-être pas très bien concentré. Depuis combien de temps vous travaillez là-dessus? Cette recherche dont vous venez de parler qui est fabuleuse. Merci pour votre question. Donc, j'ai compris en commençant à travailler sur cette question, j'ai compris que c'est un iceberg. Donc, quand j'ai commencé à fouiller, vraiment, donc à mon avis, on peut faire toute une série d'articles sur ceci parce que rien qu'à voir par exemple, un siècle 17e. Voilà. Donc, là, il y a toute une série d'articles sur le 17e, 18e, 19e, mais aussi 20e et 21e, parce que justement, ce qui a disparu en anglais se retrouve, vous voyez, c'est Merleau-Ponty et Gérard Genette. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, j'ai traduit Georges Bataille, j'ai traduit Roger Caillois. Donc, moi, j'ai souffert parce que les mots les plus… J'imagine, hein. les plus évidents, qui semblent évidents, justement, sont les plus difficiles à traduire. Et je voudrais bien continuer ma recherche non seulement sur le mot commerce, mais aussi, par exemple, sur le mot intérêt. Le mot intérêt et le mot intéressant, s'il ne s'agit pas du profit, ça c'est évident. Et le mot intéressant que les étudiants emploient tout le temps, ça c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, je m'excuse. Donc, mais par exemple, une tournure qui s'appelle une de mes collègues, par exemple, a beaucoup souffert en cherchant l'équivalent pour les folles intéressantes. Les folles intéressantes, c'est à se tuer pour traduire. Et c'est fou, hein. Pour moi, c'est fou. Hein. Pour moi, c'est fou. Hein. Il y a quelqu'un qui trouve… c'est inimaginable pour moi. C'est vraiment… Merci beaucoup pour cela, mais c'était vraiment très intéressant pour moi. Ça, je ne me rendais pas compte, en fait, cette richesse des acceptions du mot commerce que j'emploie en français, en polonais, en anglais, en bien d'autres langues que je parle, du jour en jour, en fait. C'est merveilleux, vraiment. Merci beaucoup pour cela. C'était très clair et très intéressant pour moi. Merci. Merci. Donc, je crois aussi, pour rajouter un peu, j'ai pensé, on va parler avec les collègues, de rajouter, parce que donc aujourd'hui, dans notre corpus parallèle, qui est accessible à tout le monde, il n'y a pas de texte du 17e avec la traduction et des textes du 18e, ce qui manque énormément. Merci. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Est-ce que je peux intervenir? Non? On a dépassé le temps, je pense. Oui, oui, on aimerait bien intervenir, mais on a dépassé le temps et voilà, c'est bien dommage. Voilà, c'est une belle voudrais contribution. Collègues, oui,
Je suis obligée oui, c'était très intéressant, merci beaucoup. Et je voudrais m'entendre avec vous, chers collègues. Peut-être je fais de petits gestes comme ça, qu'il reste 5 minutes, parce qu'il est vraiment difficile d'intervenir et de regarder sur le chat. Hein? Quand il y a 5 minutes qui restent, je vous montre comme ça, d'accord? Quand il y a 2 minutes comme ça. Si c'est possible, d'accord? Parce que nous sommes vraiment limités dans le temps, excusez-moi, hein, d'accord? Oui, et moi, je passe avec plaisir la parole et après, à la fin, s'il nous reste quelques temps, peut-être que nous allons revenir aux interventions qu'on voudrait discuter. Si vous n'êtes pas contre, ok, on fait comme ça. Merci beaucoup. Bon, avec plaisir, je passe la parole à Madame Christine Lefebvre-Pernet, Urca CEREP France, pour présenter son intervention. Attendez. Oui. Oui. Oui, bonjour. Oui. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, parfaitement bien. Donc, je partage mon écran avec vous. Bonjour. Oui, pardon. Je partage mon écran. Ok. Ouais. Alors. Hop. Affichage. Voilà, je dispose de combien de temps? Vous pouvez me le rappeler? Oui, bien sûr, je vais vous rappeler quand il vous restera 5 minutes comme ça, d'accord? Et je vous écris dans le chat. En tout, rappelez-moi combien j'ai? En tout, de 10 à 12 minutes, comme ça, de 7 à 12. Hein, ouais. D'accord, très bien. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'onomastique commerciale et des phénomènes de création lexicale. Donc, l'onomastique commerciale, c'est l'étude des noms de marques et des noms de produits, également les noms d'enseignes et les noms de magasins. Alors, pourquoi étudier l'onomastique commerciale? Donc ça, c'est une étude que j'ai commencée il y a un petit moment, et là, j'envisage d'avoir un corpus plus important pour réaliser une HDR. Alors, tout d'abord, on a une exposition permanente des locuteurs aux marques, aux noms commerciaux, hein, que ce soit les enseignes de magasins, etc. Ce qui entraîne le constat d'une appartenance au stock lexical des locuteurs de tous ces noms. L'onomastique commerciale constitue également un réservoir de mots construits qui est intéressant à étudier dans le cadre d'études morphologiques en linguistique. On a également une forte productivité, hein, puisqu'on a des noms nouveaux qui sont créés tous les jours. On a également une étude qui peut être intéressante en termes de mode et de tendances dénominatives, de Lapinex, qui était un nom de clapier pour lapin des années 50, à Fais-moi fondre, qui est une crème en spray des années 2020. Le champ d'étude est également sémantique et également pragmatique. Hein, on peut évoquer et étudier le pouvoir du nom. Le nom peut également être étudié comme vecteur de communication, hein, puisqu'on a des stratégies dénominatives qui sont différentes selon les secteurs marketing. On a de nombreux travaux en linguistique qui ont été faits sur la question, mais jusqu'à présent, pas de travail d'ensemble. Hein. Chacun a étudié un aspect des noms de marque ou des noms de produits. Alors, je vais vous parler du corpus que j'ai constitué, que je suis encore en train de constituer, et des problèmes qui président finalement à la constitution de ces corpus. Et ensuite, j'évoquerai je présenterai les outils pour l'analyse en termes de formats dénominatifs, donc qui sont issus de la morphologie lexicale, et des outils qui permettent l'analyse sémantique des mots créés dans des noms commerciaux créés. Alors, quel corpus? Alors, tout d'abord, la première difficulté, c'est qu'on parle de marques, mais ces noms de marques renvoient à une diversité référentielle. On a ainsi Actimel, qui est un nom de produit, un petit yaourt fermenté à boire, un nom de marque proprement dit, Adidas. On a également des noms de matières comme Bakélite. On a des noms de sociétés, BNP Paribas, Boeing, etc. Donc ça, c'est une première difficulté pour créer un corpus et pour savoir ce qu'on entend par nom de marque.
Donc, la deuxième difficulté, mais c'est aussi un atout, c'est que ces noms commerciaux sont à mettre en relation avec des champs d'activité très différenciés. Donc, dans le cadre de l'HDR, là, je vais devoir créer une sorte d'ontologie pour mettre en relation les noms avec leur domaine, puisque évidemment, en fonction du domaine, on va avoir des noms très différents qui vont être créés. On ne va pas nommer de la même manière un nom de crème hydratante, enfin une crème hydratante type diadermine, qu'un train, hein, si on pense à Thalys par exemple. Hein, donc, c'est important dans le cadre d'une démarche onomasiologique. Donc ça fait partie du travail à faire. Enfin, j'ai déjà commencé à partitionner le corpus en termes de type de référents nommés. Alors, troisième difficulté, on a quand on garde une boîte, hein, c'est pour ça que je vous ai mis des photos, quand on a des référents, des objets, enfin des produits en vente, on a différents niveaux de dénomination. Alors finalement, la question c'est qu'est-ce qu'on va retenir comme dénomination du produit? Alors là, j'ai mis en haut Orangina, donc vous avez un nom de marque produit, on appelle ça aussi branduit, où le nom de marque se confond avec le nom du produit. Donc Cassegrain Petit Pois, on va avoir un nom de marque, mais pas de nom de produit. On aura juste la dénomination basique Petit Pois. Dans Lactel Sporteus, on va avoir un nom de marque Lactel et un nom de produit Sporteus. Donc on va avoir un double travail du nom. Dans l'autre exemple, Lu, Pépito, Poquitos, on va avoir un nom de marque Lu. Pépito, un nom de produit 1. Et Poquitos, un nom de produit 2, hein, puisque finalement, Pépito, le produit Pépito va se décliner en sous-produits. Ensuite, un exemple là tiré d'un autre domaine qui est le domaine plutôt de la lingerie, le maillot de bain. Là, on va avoir un nom de marque, un nom de collection, un nom de produit, etc. Je vous ai mis l'exemple d'Obad. Donc, j'ai l'écran coupé, je ne vois pas ma diapo de droite. Mais vous voyez un petit peu la difficulté, parce que finalement, quand on dit nom de marque ou nom de produit, en fait, on est confronté à des systèmes de dénomination qui peuvent être à 4, voire à 5 niveaux, quelquefois, sur un emballage. Parce que bien évidemment, pour récupérer le corpus, on doit les récupérer, ce corpus, sur les emballages, pour justement arriver à faire une typologie des niveaux de dénomination. Alors, donc, ce que j'ai pris comme préalable pour la constitution du corpus, c'est tout d'abord l'exposition aux marques. On est exposé en premier lieu aux biens de consommation courante. Donc, j'ai pris un site de course en ligne d'Auchan où il y a 5000 produits environ. Et ce type de site est intéressant parce qu'il est déjà structuré. Donc, ça fait une forme de mini-ontologie des biens de consommation courante. Ensuite, pour constituer ce corpus, j'ai également compilé des index de marques d'ouvrages ou de sites spécialisés. Donc, j'ai mis entre parenthèses certains auteurs pour obtenir dans le corpus toutes les marques qui entrent dans la connaissance partagée du locuteur. J'ai aussi dans le corpus intégré un corpus assez ancien, tiré d'un ouvrage de Gallio, qui date de 1950, étude d'un linguiste qui est très bien faite et qui comporte une liste assez importante de noms de marques. Ça, c'est pour avoir une dimension diachronique dans l'étude de mon corpus. Ensuite, une autre question aussi, interrogation pour la constitution du corpus, c'est le sentiment néologique qui préside finalement à l'intégration ou non dans le corpus des noms de marques. Parce que quand on regarde certaines études ponctuelles, s'il y a des études de noms de médicaments, etc., faites par certains auteurs, finalement, on a tendance à récupérer uniquement les noms qui font néologique, entre guillemets. Donc, il conviendrait, pour valider la construction du corpus,
de voir quelle est la dimension néologique, quelle est l'échelle de néologie de chaque nom qui figure au corpus. Donc, j'en viens aux outils pour l'analyse. Une fois les préalables et puis les difficultés de constitution du corpus. J'ai pas vu les signes de temps, je me suis pas mis. Si, j'ai déjà montré, il vous reste une petite minute, d'accord? Une minute. Ouais. Alors, une petite minute, donc j'en viens directement. Pardon. J'en viens donc, alors, j'utilise, je vous montre 4 exemples assez rapidement. J'en viens donc aux outils pour l'analyse. Donc, les outils pour l'analyse sont les outils de la morphologie lexicale. Donc, on s'aperçoit que pour ces noms de marques et noms de produits, finalement, on a de la dérivation qui est régulière, de type danette, soupline, avec une suffixation. On a de la dérivation préfixale. On a également de la conversion, recatégorisation de noms patronymiques ou toponymes en noms de produits. On a également tous les phénomènes de composition du type chou-fleur, homme-grenouille, etc., rendez-vous. Tout est finalement analysable avec les outils de la morphologie lexicale. Alors, j'en viens en termes finalement de conclusion, même si j'en ai une un peu plus longue, mais vous aurez mes diapos pour voir la conclusion. Le cœur finalement de l'interrogation, c'est la mise à jour pour la construction du sens de schèmes de nomination, ce qui motive la création des noms de marque. Donc j'ai mis au jour, en relation avec les visées marketing, 4 grandes catégories de motivation sémantique pour créer donc, ces noms de produits. Donc la motivation raison, tradition, émotion, évasion. Et ensuite, j'ai sous-catégorisé, donc à partir de mon corpus, bien évidemment, j'ai essayé de faire émerger du corpus des catégories sémantiques. Pour ces 4 grandes catégories, j'ai fait émerger donc des sous-catégories. Donc, un nom de produit, j'en commente un seul puisque je n'ai pas trop de temps, peut être nommé à partir de son composant. Choc à pic, ce sont des cornflakes au chocolat. Maïzena, on a donc du maïs qui est le composant. Et on a également des créations évasion, si je vais dans la dernière catégorie en bas à droite, où là, on est sur une motivation sémantique qui est de l'ailleurs rêvé, Soho, Malibu, Fjord, d'un monde ludique, tic-tac, Dragolo, etc. Voilà. J'en arrive à la fin. Donc, voilà. Donc, des interrogations méthodologiques sur la constitution du corpus, qui est un corpus quand même assez énorme, et sur les arrière-plans théoriques à stabiliser, parce que sur la détermination des catégories sémantiques, je suis sur un modèle, je pars des données. Donc, il faut maintenant que je le croise avec peut-être des choses de Potier, Rastier sur, sur une analyse sémique qui a lieu dans l'étude lexicale classique, on va dire. Voilà, désolée d'avoir un petit peu débordé, mais vous aurez de quoi voir. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Christine. Chers collègues, quelques questions à poser? Est-ce que je peux, moi, intervenir? Oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Vous voudriez poser… Juste une petite question. Bien sûr. Madame, je vous remercie pour votre présentation, vraiment claire et intéressante, riche. J'ai une question. Est-ce que peut-être que vous avez dit quelques mots là-dessus, peut-être que j'ai été un peu distraite, je ne sais pas, excusez-moi si c'est le cas, mais est-ce que vous avez quelques observations concernant la possibilité de tous ces mots que vous étudiez, les mots de marque, de devenir des bases dérivationnelles, c'est-à-dire des bases pour obtenir des néologismes? Alors, il y a déjà une dérivation, par exemple, sur un nom de marque comme Danone, on a Danette, donc pour constituer un produit. Donc ça, c'est à l'intérieur des donatiques commerciales. Après, votre question, c'est par rapport aussi au lexique, c'est ça? Bien sûr. Alors après… Parce que là, tout ça, ce sont des néologismes, mais qui peuvent également servir de base
Oui, tout à fait. Alors, oui, alors j'ai étudié aussi, donc, par exemple, dans la chanson, l'utilisation des noms de marque. Alors là, on a des dérivations. Je suis complètement, à partir de Louis Vuitton, donc dans une chanson de rap, on va trouver je suis Louis Vuittonisé. Ah, d'accord. Vous voyez, c'était ça votre question par Oui, rapport. oui, oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Bah, je pense que ce serait intéressant de voir Oui. également ces mécanismes dérivationnels pour obtenir de nouveaux néologismes à la base de ces néologismes-là. Oui, oui, bah, tout à fait, comme c'est le cas d'autres noms propres. Hein, bien sûr, bien on, sûr. on est macronisé, on est bien sûr, voilà, bien ou démacronisé. sûr. Voilà. Merci, madame. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous pourrions passer à l'intervention suivante? Bien sûr, bien sûr. Oui. Oui. Et donc, avec un grand plaisir, j'invite Madame Montserrat Ibáñez Planelles de l'Universidad de Alicante, Espagne. Oui. Madame Montserrat, vous êtes là? Oui? Nous ne vous entendons pas. Est-ce que c'est moi seule qui n'entend pas? Mais apparemment, la dame n'est pas là. Ah, elle était là. Ah, elle est là, mais... Ici, elle est là. Elle est là. Mais on ne l'entend pas. Par contre, je crois que Madame Christine Fèvre, voilà, devrait arrêter ça. Oui. Ah, Madame Christine, est-ce que vous pourriez quitter cela veut dire arrêter la présentation? Peut-être dans ce cas, nous allons entendre. Ah non, 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 non. Madame Montserrat. Il faut qu'il appuie soit donc tout bêtement sur un bouton parce que moi un jour j'ai pas appuyé sur un bouton J'appuie sur quel bouton là en fait pour des. Donc non seulement sur le micro mais aussi je ne sais pas les amplificateurs que j'avais. Donc j'ai pas appuyé sur le bouton d'amplificateur qui était juste à côté. Donc, j'ai paniqué. Donc, il ne faut pas paniquer, il faut vérifier si tout marche. Oui, donc comment ça va? Donc, non seulement l'image, l'icône du micro, mais aussi vérifier si sur l'ordinateur, tout va bien. Pour la présentation, c'est très bien, mais le son, moi, je n'entends pas. Oui, moi, non, je n'entends pas. Il faudrait activer votre micro. Et non seulement le micro, mais aussi oui, l'image l'extérieur. Oui. Ah, on vous voit. Moi, je vous vois, mais on n'entend pas. Chers collègues, vous entendez, non? Non, non C'est plus. Moi, non plus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On sait, tu dois monter le son de ton ordinateur, tout simplement, je pense. Soit vraiment monter le son. Le son, pas l'image. Qu'est-ce que nous faisons, chers collègues? Nous attendons un peu. Oui. D'accord. On ne vous entend toujours pas. Parce que les vins, c'est passionnant. Hein.
Euh, Donc, bon, chers collègues, peut-être on essaye ou on attend. Qu'est-ce qu'on décide? On change de rapport, oui. Et puis peut-être Madame Montserrat pourra nous rejoindre. Ou qu'est-ce qu'on fait, chers Mais collègues? c'est le dernier, à mon avis, c'est le dernier rapport avant la pause. C'est ça. Ah non, c'est pas le dernier. Il y a encore un rapport. Ah, donc on change. Oui, 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 je crois qu'on change. On D'accord. change Vous pour n'êtes pas institut, contré. donc c'est tout à fait Oui. facile. Ouais. D'accord. Et puis, nous donnerons la parole à Madame Bien Montserrat. sûr. Oui, maintenant, j'invite à intervenir Monsieur Mateusz Bialas, qui représente l'Université de Białystok, Pologne. Une seconde. On vous entend bien. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons bien, nous vous voyons bien. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai dû fermer la porte. Alors, est-ce que je peux partager le… Vous pouvez partager, s'il vous plaît. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oh, nous voyons le programme du colloque. Non, c'est bon. Ah, C'est bon, vous voyez maintenant? Le discours pornographique. Nous voyons Voilà. le discours pornographique. Ouais. Vous voyez maintenant? Mais non, excusez-moi, moi je vois le programme. Moi aussi. Si, c'est l'entête. C'est juste l'entête. C'est pas le programme. Ouais. L'entête, oui. Alors maintenant, je refais. Ça va, vous voyez maintenant? Ben oui. Oui. Donc, Ça va? Oui. Après, il faut faire F5 et c'est tout. Ça va, vous voyez? D'accord. Est-ce que je peux commencer? Ça va? Ça marche? D'accord. Alors, bonjour. Alors, je commence tout de suite. Le discours social n'est pas un phénomène homogène. Bien au contraire, il est possible d'en mettre en avant plusieurs types, comme par exemple les discours institutionnels, médiatiques, religieux, politiques, publicitaires, scientifiques, journalistiques. Qui plus est, il est très intéressant de voir que les discours, et surtout l'ensemble des discours sociaux, ne sont pas, comme le souligne Marianne Pavot, seulement des suites de mots et de phrases, mais constituent des lieux où se définissent les normes et les valeurs, les prescriptions, les interdits, les goûts, les dégoûts, les qualités, les défauts, les identités, les légitimités, les gloires et les hontes. Sous cet angle, les univers discursifs pornographiques constituent de passionnants observatoires de la vie sociale, car ils sont au croisement de plusieurs grands domaines qui l'organisent. La sexualité, entraînant avec elle les normes et les désirs, les plaisirs, la morale, qui n'a cessé à travers les âges de prendre l'exemple de la pornographie, et du sexe en général pour définir ses propres valeurs, mais également la forme de nos relations intimes, notre rapport au sexe et au genre, les dimensions politiques de nos pratiques sexuelles, l'intrication de la sexualité et de la technique. Or, il importe de souligner également que dans la sphère médiatique la plus large, comme le laisse entendre François Donnan-Rubois, auteur du premier ouvrage de synthèse francophone sur les études pornographiques, on se penche souvent sur la pornographie, on y parle comme d'une chose générale, mais on n'y parle guère des documents pornographiques. Néanmoins,
il n'est pas difficile de noter que le langage de la pornographie se déploie aujourd'hui non seulement dans le dictionnaire des mots du sexe ou dans les textes, par exemple les textes médiatiques, polémiques, littéraires, mais aussi sur les blogs et les pages web. Parmi de tels sites web, il existe des portails spécifiques, à savoir les pages de contenu pornographique, appelées également des pages X, dont la popularité et par conséquent l'efficacité ne se résume pas uniquement à leur côté visuel, bien que c'est l'image qui joue un rôle capital. Hein. Ceci à plus forte raison parce que c'est le côté des verbales de ces pages, aussi modestes et accessoires soient-ils par rapport à leur côté iconique, paraît jouer aussi un rôle à ne pas sous-estimer. Hein. Notre étude se fonde sur un corpus pour lequel nous avons analysé un matériau variationnel diastratique relevant du nom standard, une centaine de documents écrits qui représentent les fiches d'information, voire les biographies érotiques des acteurs de l'amour charnel, en l'occurrence celles des acteurs X, homo et bisexuels, rassemblés sur le site francophone. Voilà, je vous montre tout de suite, je vais vous montrer tout ça. Alors, ces biographies constituent quant à elles un exemple frappant de genre du discours pornographique externe, l'un des trois phénomènes distingués et caractérisés par Pavot. Voilà, vous voyez ici cette classification selon Pavot. Donc, nous nous intéressons au discours externe, donc celui qui émane de l'édition ou de l'industrie pornographique, qui a principalement pour but de nommer, de classer, de catégoriser des œuvres, des produits en vue d'attirer le plus grand nombre possible de récepteurs. Observons donc de plus près quelques données quantitatives de notre analyse de cas concernant essentiellement le corps, le physique des acteurs X, ainsi que les graphiques dévoilant la répartition des acteurs selon les pays d'origine. Hein. Donc ça, vous voyez comment ça marche. Alors, pour commencer, voilà, la centralité, il convient de faire remarquer que croiser la problématique gay avec la question du corps, c'est reconnaître d'emblée la centralité du corps dans la culture gay. Et de fait, elle peut être déclinée sur trois niveaux distincts, esthétique, éthique et politique du corps. Hein. Ça, vous le voyez ici. Et de manière un peu taquine, on pourrait dire que le corps, lui aussi, peut jouer un rôle important dans le discours politique, dont l'objectif fondamental est de persuader ou séduire le destinataire, tout en fabriquant un imaginaire bien particulier et complexe, composé souvent de maintes figures. Pourtant, en ce qui concerne le discours politique, on parle plutôt des ethos que des imaginaires, catégorie un peu lacanienne. Mais les ethos, quant à eux, s'organisent autour de deux catégories majeures, crédibilité ou identification. Nous, dans ce cas, nous nous concentrons sur les ethos d'identification affective, comme vous le voyez très bien. Et c'est précisément ici que se nouent, nous semble-t-il, des liens interdiscursifs très intéressants d'ailleurs entre ces deux types de discours politiques et pornographiques. Hein. En fait, ce dernier est sous de nombreux aspects un discours politique, en particulier en ce qui concerne les rapports sociaux de sexe et la dimension politique du corps et des émotions sensuelles. Hein. Ensuite, il faudra observer que parmi les ethos d'identification dont nous venons de parler, il en existe un qui paraît frappant du point de vue de l'analyse linguistique, du discours pornographique à travers les documents qui font partie de notre corpus, parce qu'il fait placer le corps humain à la position centrale. Donc, c'est l'imaginaire de puissance, hein, voilà, c'est l'imaginaire de puissance, de l'énergie physique, de la force de la nature, et qui place l'individu et non pas le collectif qui occupe une position centrale. Voilà. Et ça, c'est le sujet le discours pornographique nous devient social depuis les années 90. Voilà, aux États-Unis, dans les années 80, quand Gail Rubin a déclaré « il est grand temps de parler de sexe pour ouvrir un champ d'études en sciences humaines et sociales, mais aussi pour permettre, pour des raisons politiques et éthiques, humanistes pour tout dire, voilà, que le sexe ne soit plus caché, honteux dans la société états-unienne comme ailleurs. » Voilà.
Donc, ensuite, comme vous le voyez, la politique du corps, la figure de virilité sexuelle est par opposition au discours politique, elle est ici explicitement déclarée et semble se trouver au cœur de la construction de l'imaginaire identitaire. Voilà, donc c'est bien ça. Alors, tout d'abord, identité. Identité, il y en a 3. Identité sexuelle masculine. Donc, vous voyez dans le discours analysé, les hommes sont analysés comme, sont présentés particulièrement comme homosexuels. Comment sont-ils? Donc, c'est l'image qui n'est pas du tout homogène. Et ça se reflète à travers le langage utilisé pour désigner les acteurs. Il convient de noter que le discours, les documents examinés se caractérisent, eux, par les qualités telles que la vigueur, reproduction, instinct, fécondation, beauté, puissance, etc. Voilà, on passe, on a quelques exemples, vous voyez, je ne vais pas les lire tout de suite. Donc, c'est ça. Et on en a plusieurs. Voilà, mais l'identité, c'est toutefois la jeunesse, c'est aussi ensuite de la beauté, c'est aussi la jeunesse, la prédilection pour l'amour charnel qui les caractérise aussi. Et comme vous voyez très bien, des gens, des mecs, ils sont beaux et ils ont une prédilection particulière pour l'amour charnel. Voilà, donc ce sont les noms les plus fréquents. Deuxième, identité professionnelle. Donc, les stars comme des célébrités, leur image publique est accessible pratiquement pour tout le monde. Et c'est là où on voit le caractère externe du discours pornographique, qui s'approche d'ailleurs du discours publicitaire. Les acteurs sont valorisés comme des produits de luxe. On y voit une immense force persuasive du discours. On met en avant la singularité des acteurs X qui semblent prendre sa source non seulement dans leur beauté masculine exceptionnelle, mais aussi dans leur capacité sexuelle extraordinaire. Avant toute chose, il faudrait voir que cette singularité accentuée dans les documents analysés par les moyens langagiers spécifiques. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a par exemple ces constructions-là que vous pouvez lire tout aisément, donc des constructions valorisantes. Tout à fait. D'autre part, notre corpus abonde aussi en appellations louangeuses. Voilà. Ressemblant à des slogans publicitaires, désignant les stars érotiques, les métaphores, les périphrases, les hyperboles, exagérant la réalité dans un sens laudatif. Donc, on voit ici quelques exemples évocateurs de ces figures que vous pouvez lire sur la diapositive. Voilà. Troisième et dernière, identité psychologique et sociale. Donc, outre la figure de virilité sexuelle explicitement déclarée, voilà un excellent buzzer, vigoureux, tant d'énergie sexuelle. Il importe de voir que la construction de l'imaginaire de puissance s'appuie aussi sur des figures plus atténuées. En effet, voilà, je vous le montre tout de suite. La construction de l'imaginaire de puissance s'appuie sur des figures plus atténuées et semble s'adoucir un tout petit peu pour cet aspect psychologique et social de l'identité. Voilà. Donc, il ressort de notre analyse que les stars masculines dans l'amour charnel se caractérisent essentiellement par la douceur, la sensualité, le charme, voire le charisme. Et voilà, ici, vous avez quelques exemples. Il y en a vraiment beaucoup, mais ces caractéristiques sont soulignées. Et ensuite, on a cela. Il faut observer pourtant que parmi ces caractéristiques beaucoup plus psychologiques et sociales, il y a aussi d'autres traits de caractère tels que l'intelligence, la créativité, la détermination à agir et la timidité qui sont aussi bien présentes dans le corpus. Et finalement, parce que je passe très vite, la différence entre l'érotisme et la pornographie, je passe très vite. Finalement, on a ce dernier aspect social que vous pouvez voir, comme le montrent les exemples ci-dessous. On parle aussi de toute la diversité des portraits des acteurs avec leur identité sociale qui est soulignée aussi dans le corpus. Voilà, je passe très vite aux conclusions. Donc, pour conclure, il s'ensuit à la lumière de notre étude du corpus réuni que dans le contexte culturel dans lequel se manifeste l'imaginaire identitaire de puissance, à savoir celui des pays occidentaux médiatisés, repose sur un système de valeurs qui met en exergue l'esprit de conquête et notamment celui de réussite. Dans le monde virtuel aujourd'hui, ce succès reflète principalement la popularité des acteurs qui
qui s'exprime quant à elle par le nombre des vues et non pas celui des voix. Or, il convient de noter également que, contrairement au discours politique, les moyens langagiers bien particuliers y sont employés dans l'intention de produire non pas un effet de repoussoir, mais vis-à-vis de la star masculine, mais celui d'attrait. Ce qui veut dire qu'ils ne sont mobilisés qu'en vue d'exalter et non pas de disqualifier les acteurs du cinéma, ce qui est d'ailleurs souvent le cas des hommes politiques. En effet, l'éthos de puissance semble beaucoup plus masculin que féminin. L'engagement du corps en tant que preuve de vérité est glorifié à fond dans le discours examiné. Comme nous pouvons l'observer, voilà, parmi les instruments langagiers dont se sert le discours analysé afin de mettre en relief l'imaginaire identitaire des acteurs fondé notamment sur une figure de virilité sexuelle, il en existe une véritable cascade de termes qui ont des connotations améliorantes extrêmement suggestives. Ce sont tantôt des métaphores affectueuses et humoristiques constituant fréquemment des appellatifs hypocoristiques. Voilà, vous en avez des exemples. Tantôt des périphrases qui l'envoient à l'idéal du monde antique et médiéval divin et chevaleresque. Tantôt des hyperboles valorisantes appelées auxèses. En bref, voilà, et je termine. Nous tenons à souligner que si chaque année la marche des fiertés lesbiennes, gays et transsexuelles apparaît d'abord comme un grand carnaval, une théorie de corps dénudé, une débauche de couleurs et de formes, c'est précisément pour rappeler dans le monde entier que les corps sont traversés par les rapports sociosexuels, pour rappeler aussi que la jouissance est politique, pour réconcilier enfin la politique avec le plaisir, c'est-à-dire en dernière analyse avec le corps. Je vous remercie très chaleureusement de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mateusz, pour votre très jolie présentation, le sujet aussi intéressant. Et nous avons une question, n'est-ce pas, Madame Alicia? Oui? Non, il y a une petite main. J'ai dit juste non, j'ai dit bravo. Bravo, d'accord, pardon. Merci beaucoup. Bravo. Est-ce que, chers collègues, je vous invite à poser des questions. Quelqu'un a des questions? Excusez-moi parce que j'étais un peu trop rapide. En fait, c'était un peu trop gros. Le corpus est énorme. Puis je le travaille depuis un certain temps en fait. Donc je me dis toujours, je vais raccourcir. Apparemment, je n'arrive pas à le faire. Donc c'est pour cela que j'étais rapidissime. Donc excusez-moi pour cela. Au moins peut-être à lire, ça sera peut-être plus intéressant. Donc excusez-moi vraiment. Mais c'était très intéressant. Oh, il n'y a pas de questions, chers amis? Non? Est-ce que je suis intéressant? Oui. Si vous me permettez, j'ai juste une petite question. Peut-être je n'ai pas entendu. À quel type de discours reportez-vous le discours pornographique? Surtout dans le contexte des discours sociaux, c'est par… j'ai commencé par cela en fait, c'est des discours sociaux d'abord, mais apparemment il y a beaucoup de… Je découvre toujours ça systématiquement qu'il y a des liens avec bien d'autres types de discours, comme par exemple le discours politique, dont c'est mon passé en fait, je m'en occupais par le passé. Et donc, il y a des liens qui se constituent et pas mal de chercheurs, surtout des chercheurs francophones, qui font la recherche là-dessus, un lien entre ce discours et sa dimension politique. Ça existe, je retrouve ça vraiment dans plusieurs publications, ce qui est fascinant d'ailleurs pour moi, de voir comment ça peut marcher, même si la politique en tant que telle, ça m'intéresse un peu moins maintenant, même cette vocation persuasive, argumentative des discours, ça m'intéresse, ça me fascine, et je crois que cet univers pornographique, érotique, ça dépend des appellations, c'est intéressant. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais quand même, il y a beaucoup à faire en fait, il y a beaucoup à faire. Oui, merci beaucoup pour votre explication détaillée. Quel est l'élément, selon vous, quel est l'élément le plus, disons, le plus démonstratif qui diffère ce type de discours des autres types de discours? Qu'est-ce qui est le plus… Je dis que peut-être tout d'abord, c'est le type de discours qui se déroule, si je peux dire, comme il est, c'est ce grand observatoire de la vie sociale, mais de la vie sociale
qui vit sa vie dans l'univers virtuel, tout d'abord. Même si la pornographie elle est bien présente, bien sûr, ailleurs, mais le discours, il est super, si je peux dire, super présent. Tout d'abord, il est présent sur Internet aujourd'hui. Hein. Par opposition, par exemple, au discours politique, bien sûr, il est présent sur Internet, mais quand même, il est surtout hors des murs, hors du réseau, quoi. Voilà. Donc, c'est tout d'abord cela. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Merci. Et maintenant, je voudrais passer la parole à Madame Montserrat. Si ça marche maintenant, je voudrais savoir comment ça va. Est-ce que nous avons la communication? Montserrat, on vous voit, mais est-ce que Madame Montserrat, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pourriez faire marcher le micro pour écouter votre présentation parce qu'il est désactivé le microphone? Non? Dans le chat. Non. On n'entend pas pour l'instant. Je n'entends toujours pas. Chers collègues, est-ce que vous, Montserrat, je vois que vous dites quelque chose, mais malheureusement, on ne vous entend pas. Chers collègues, pendant ces quelques minutes que nous attendons, peut-être vous avez encore quelques questions que vous n'avez pas pu poser aux intervenants précédents. Si vous n'êtes pas contre, peut-être on donne cette possibilité maintenant, pendant qu'on attend. Voulez-vous? Il n'y a pas de questions parmi les participants aussi. Et juste une remarque peut-être, si je peux. Une remarque. Oui, bien sûr. Remarque, peut-être un compliment, quoi. Que je veux dire que tout ce qu'on a eu plaisir d'entendre jusque-là, c'était vraiment fascinant. Hein. Même si pendant un moment donné, j'étais pas sous la caméra, parce qu'il y a des enfants qui sont autour de moi aujourd'hui. Hein. Et donc, j'ai dû me débrancher. Excusez-moi pour cela. C'est pas par mépris, non, c'est pas du tout cela, mais j'ai dû le faire pour jouer un tout petit peu avec eux tout en écoutant de quoi vous parlez. Et je peux dire que c'est vraiment fascinant aussi, Christine, si je peux dire, c'était en onomastique. En onomastique, je m'intéressais quand j'étais étudiant. Et ça, je me dis que c'est vraiment très, très intéressant, super intéressant. Donc, jusque-là, je suis ravi de pouvoir participer à ce colloque. Et c'est ce que je voulais dire. Donc, merci et bon courage pour tout le monde. Merci, c'était un grand plaisir. Hein. Et ça sera un grand plaisir pour les jours, pour aujourd'hui et pour demain. Et merci aussi pour la modération, qui est super gentille. Oh, merci beaucoup. Merci, Mathéouche. Les chers collègues, peut-être quelqu'un veut dire encore quelque chose, apprécier, je ne sais pas, donner quelques remarques. Non? N'hésitez pas, s'il vous plaît. Je ne crois pas qu'il faille commencer par les interventions qui vont suivre le déjeuner maintenant parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On attend encore quelques temps. Peut-être Montserrat arrivera à nous présenter son intervention quand même. C'est bien dommage. Ces problèmes techniques, c'est toujours dommage, hein, parce que vraiment le sujet est fascinant et tous les exposés pour moi, toutes les interventions, c'est super intéressant. Excusez-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Madame Montserrat d'écrire sur le chat ce qu'elle voit ou est le problème d'après elle?
Oui, je crois que Madame Oui, Montserrat. je pense que vous allez réagir. Je vois qu'elle va peut-être réagir parce que sinon on reste comme ça entre sourds-muets. Oui, c'est bien dommage. Madame Montserrat, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous pourriez écrire sur le chat quand même ce que nous devons faire, oui, parce qu'on attend votre intervention. Nathalie, pendant qu'on règle ce Oui. problème, donc comment on fait après la pause? On reste où? On reste dans cette séance ou comment on fait? On va nous placer dans la bonne séance, je crois. Ça va être déjà le numéro 7, la séance numéro 7 qui commencera à 14 heures. Et c'est comme cette fois-ci, je crois qu'on va nous placer tous, toutes dans la bonne C'est-à-dire séance. qu'on ne quitte pas notre séance et de notre séance de maintenant, on va nous placer dans la séance 7. C'est ça? Ah, je crois que si vous voulez peut-être passer dans une autre séance. Non, séance 7, Ah, oui. Je oui, m'intéresse à la séance 7, oui. D'accord. Si on veut quand même changer de séance, on fait comment? Si on veut changer de séance, je crois qu'il faut écrire sur le chat que vous allez passer sur dans le la chat, mais sur le chat commun. Et là, nous sommes dans le chat de notre groupe. On fait comment? On sort de la salle, on quitte la salle pour se retrouver dans l'espace commun. Daiva donc, est dans notre séance. Vous écrivez, vous écrivez. Oui, on a la chance d'avoir Daiva avec nous. Oui, voilà, on écrit à Daiva. Ouais. Oui, parce que je suis bien obligée, je dois intervenir dans un autre groupe, une autre séance. Oui, si vous voulez, si vous devez intervenir, je crois qu'on va vous placer dans la bonne séance, mais on peut toujours écrire. De façon automatique. Oui, mais, je crois oui. Mais au cas où. Ah, bien sûr, je peux prévenir notre administratrice pour vous placer dans la bonne séance. Si vous voulez, vous pouvez écrire sur notre chat. Excusez-moi, je vois que notre collègue a écrit sur le chat, mais je ne comprends pas très bien ce que c'est. Je me dis que c'est qui enlève mon micro. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Je peux peut-être, je vais écrire à notre administrateur. Peut-être on va résoudre ce problème. Ce mot-là, c'est. D'accord. Elle ne m'écrit rien de nouveau. Je crois normalement. Il nous reste 5 minutes avant la fin de la séance. J'espère trouver une solution pendant la pause déjeuner, peut-être avec notre administrateur. Et quand même écouter Madame Montserrat. D'accord. Nous pouvons, si quelqu'un encore a des questions, des remarques, faites-les s'il vous plaît. Et sinon, nous avons encore 5 minutes pour poser des questions, donner quelques appréciations, des idées, échanger des idées si vous voulez. Non? Personne n'a rien à dire, je ne vois pas de main. Oui, mais c'est quoi, amphitryon? Excusez-moi de prendre sans arrêt la parole. Amphitryon, je ne sais pas. Amphitryon, c'est une pièce de Molière. Pardon? Une pièce de Molière. Oui, d'accord, mais. Il y a un personnage, mais là, dans ce contexte-là, je ne comprends pas. Non, c'est l'autre, c'est celui. Je pense qu'on aura besoin d'un peu plus d'explications de la part de Madame Montserrat pour qu'on puisse essayer de réagir, je ne sais pas. D'accord. Je vais essayer de la contacter de c'est la présidente de la séance, vous voyez? C'est comme si vous lui coupez le micro. Oui, un instant. Mais je n'ai rien coupé, hein, c'est sûr. Je vais voir. Parce que c'est vrai que vous avez cette possibilité de couper tout le monde les micros. Essayez de voir alors si… Ça ne marche pas. J'essaye, mais je ne peux pas. Ça ne donne rien.
Voilà, la présidente enlève mon micro. Donc, bon, je n'arrive pas. Si la séance est terminée, donc si la séance va être coupée, oui. comment on rejoint la séance 7? En tous les cas, il ne faut pas quitter, il faut rester connecté, cela veut dire, et ça va se faire automatiquement. On va vous envoyer l'invitation. Ça va se passer comme pour cette séance-là. Le plus important, c'est de ne pas quitter. De rester connecté. Oui, d'accord. Ça, c'est connecté. Merci beaucoup, Nathalie, pour la modération aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes. C'est vraiment le plaisir pour moi d'écouter. Et en fait, il y a tant d'idées très intéressantes qui développent notre sujet du colloque. J'espère poursuivre bien notre séance qui va se transformer en séance 7. D'accord. Il nous reste en fait 2 minutes, chers collègues. Peut-être je m'arrête là. N'est-ce pas? Parce que je ne sais pas s'il va couper à 13h pile. Je ne sais pas sûr. Mais en tous les cas, je remercie tout le monde pour les interventions vraiment très intéressantes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci tout le monde. C'était un plaisir. Merci. Merci.